Bonjour, voici la suite et la fin du Chevalier au Lion. Désolée, mais hier, je n'avais pas vu que la vidéo était scindée en deux, donc du coup, je ne les ai pas publiées dans le même ordre. Le géant s'arrêta dans la plaine, devant la porte de l'enceinte, et il défia le comte, menaçant de tuer ses fils à l'instant même s'il ne lui livrait pas sa fille. Il se complut à décrire le sort qu'il réservait à celle-ci. Il la livrerait à la valetaille pour forniquer, car lui-même ne la prisait pas suffisamment pour daigner s'avilir en la prenant. Elle serait donc au service de tous les garçons pouilleux qui la désireraient, et de tous les lépreux ou loqueteux qui s'aventureraient dans les parages. La détresse du comte était grande en entendant ces paroles infâmes, et il savait bien que le géant était capable d'aller jusqu'au bout de son ignominie. C'est alors qu'Yvain s'écria : « Seigneur, ce géant est féroce et sans scrupules, mais il est grand temps qu'il paie ses excès de jactance. Ce serait malheur si une fille d'une telle beauté et d'une telle dignité que la tienne était jetée entre les pattes de ces monstres qu'il nous présente. Amenez mon cheval et baissez le pont. Je vais aller combattre Harpin de la montagne. Je lui ferai mordre la poussière et reconnaître sa défaite, de telle sorte que tes fils soient libérés. Ensuite, je te dirai adieu, et je m'en irai à mes affaires. » On se hâta d'obéir. Yvain sauta sur son cheval noir et se précipita au dehors, suivi de son lion. Il s'arrêta devant Harpin, mais celui-ci lui dit d'un ton hargneux et farouche : « Vraiment, celui qui t'envoie ici ne t'aime guère, et si tu lui as fait du mal, il a trouvé le meilleur moyen de te châtier. Sa vengeance sera éclatante, en vérité, et tu n'échapperas pas au sort qu'il t'a réservé. » « Trêve de bavardage, répondit Yvain, je suis pressé, fais de ton mieux et je ferai de même. » Yvain s'élança aussitôt contre le géant et le visa à la poitrine qui était recouverte par une peau d'ours. Le géant voulut se protéger en levant son énorme pieu devant lui, mais l'élan de son adversaire était tel qu'il n'en eut pas le temps. La lance d'Yvain pénétra dans le corps du géant et le sang gicla tout autour. Hurlant de douleur, Harpin répliqua en le frappant de son pieu, mais Yvain avait tiré son épée. Le géant, qui se fiait en sa seule force, était mal armé pour la joute et, surtout, manquait de souplesse. Brusquement, le chevalier fondit sur lui et le frappa non du plat, mais du tranchant, lui arrachant une partie de la joue. Le géant poussa un cri terrible et riposta de telle sorte qu'il le fit broncher sur le cou du destrier. Quand il vit son maître à moitié assommé, le lion se hérissa. D'un bond furieux, il s'agrippa à la peau velue du géant qu'il déchira comme une écorce. Il lui enleva un morceau de hanche et lui trancha les muscles des fesses. Le géant se sentit gravement blessé, mais il se dégagea en beuglant comme un taureau. Levant son pieu à deux mains, en fait, excusez-moi, c'est parce que je ne comprends pas comment fonctionne la vidéo de ce téléphone. Il voulut en finir avec le lion et le frapper, mais il manqua son coup, le lion ayant fait un bond en arrière qui le mit hors de portée. Pendant ce temps, Yvain, qui avait récupéré, brandit de nouveau son épée, et sans que l'autre y prît garde, en deux coups, lui détacha l'épaule du tronc. Le géant tomba en poussant un hurlement, avec le fracas d'un chêne qu'on abat dans la forêt. Après quoi, Yvain calmement coula la tête de Harpin de la montagne. Des acclamations saluèrent la victoire d'Yvain sur le monstre. On délia les deux jeunes gens qui se précipitèrent aux genoux de leur sauveur. Le comte pleurait et ne savait comment remercier son hôte. Sa fille bénissait Dieu de leur avoir envoyé ce chevalier inconnu qui les avait sauvés d'un terrible péril. Enfin le comte demanda à Yvain : « Qui es-tu donc, chevalier ? Dis-le-moi afin que je puisse répandre ton nom à travers le monde. » Yvain s'essuya le visage avec un linge qu'un valet lui tendait et répondit : « Si on t'interroge sur celui qui a vaincu Harpin de la montagne et a délivré tes deux fils, tu répondras que c'était le chevalier au lion. Tel est le nom
que je désire porter. Maintenant, je dois prendre congé, car avant midi, j'aurai encore une rude besogne à accomplir. » Le comte et les siens le pressèrent de rester encore un moment avec eux. « Si je le voulais, je ne le pourrais pas, car j'ai donné ma parole de défendre une jeune fille que l'on accuse injustement. Mais je n'oublierai jamais votre accueil alors que vous étiez dans la peine et l'affliction. » Le comte voulut le faire accompagner par des hommes à lui. Yvain refusa tout net. Il remonta en selle et après avoir salué comme lui convenait ses hôtes, il s'éloigna au grand galop avec la seule compagnie de son lion. Il ne fut pas long à retrouver la clairière où se trouvait la fontaine, le pin et la petite chapelle. Il vit qu'on avait allumé un grand feu. Deux valets bruns, aux cheveux frisés, amenaient la jeune fille qu'on avait sortie de sa prison, et il la conduisait vers le bûcher, les mains liées et toute nue en sa chemise. Yvain arriva au moment où ils allaient la jeter dans les flammes. « Arrêtez !» cria-t-il. Chacun s'immobilisa. Il descendit de cheval et s'avança vers un groupe d'hommes, leur demandant ce qui se passait et pourquoi on allait brûler la jeune fille. Ils racontèrent leurs différends, comme l'avait raconté Luned la nuit précédente. Et ils ajoutèrent « Yvain, le fils d'Urienne, lui a fait défaut, et c'est pourquoi nous allons la brûler. En vérité, Yvain est un bon chevalier. Je serais bien étonné s'il savait cette jeune fille dans cet embarras, qu'il ne vint pas la défendre. Peut-être, dirent-ils, mais en tout cas, il ne s'est pas présenté. Nul ne sait où il se trouve, dit encore Yvain. Alors, si vous me le permettez, je prendrai sa place et j'irai me battre contre vous. Par celui qui nous a créés, nous acceptons, mais sache que tu devras te battre contre 3. C'est entendu, répondit Yvain. Il remonta en selle et se prépara au combat. Le lion suivit son maître comme s'il avait l'intention de le protéger. Chevalier, dirent les 3 accusateurs, il est convenu que nous nous battons contre toi, mais il n'a jamais été question de ce lion. C'est juste, répondit Yvain, et il ordonna au lion de reculer et de se tenir tranquille. Le lion obéit, mais il était visible qu'il guettait tous les mouvements de son maître. Les 3 chevaliers attaquèrent les premiers. Yvain s'avança au pas, car il ne voulait pas lâcher bride. Il leva son bouclier et les laissa briser leurs lances, tandis que la sienne demeurait intacte. Alors il recula de la distance d'un arpent, et, brusquement, avec la rapidité de la foudre, se précipita sur ses adversaires. Il atteignit le sénéchal de sa lance et le fit basculer à terre. Le coup avait été si violent que le sénéchal resta allongé sur le sol un long moment, sans pouvoir riposter de quelque manière que ce fût. Les 2 autres accoururent alors en brandissant leurs épées. Yvain réussit à parer leurs coups, et lui-même les blessa rudement. Cependant, le sénéchal parvint à se relever et vint à la rescousse. Les 3 accusateurs se précipitèrent alors ensemble sur Yvain, et celui-ci reçut quelques blessures qui le mirent mal en point. C'est alors que le lion, qui jusque-là avait regardé le combat en demeurant immobile, comprit que son maître était en danger. Il poussa un rugissement de colère et bondit, assaillant avec une telle rage le sénéchal que du premier coup il lui déchira son haubert et lui déchiqueta l'épaule. Le sénéchal tomba pour ne plus se relever. Les 2 autres se ruèrent sur Yvain, bien décidés à lui faire payer cher la mort de leur compagnon. Mais là encore, le lion bondit sur les 2 félons. Ils reculèrent et attaquèrent l'animal, tandis qu'Yvain se précipita à son tour afin de les pourfendre de son épée. Comprenant que tout était perdu, ils eurent la sagesse de demander leur grâce, ce qu'Yvain leur octroya volontiers. Peu lui importait le sort de ces 2 hommes, puisqu'il avait réussi, malgré les blessures qu'il avait reçues, à justifier Luned. On libéra celle-ci, et on chanta les louanges du courageux chevalier qui avait pris sa défense. Mais quand on le chercha pour l'inviter, de la part de la dame de la Fontaine, à venir se reposer dans la forteresse de Landuc, on ne le trouva point. Il avait profité du tumulte qui avait suivi sa victoire pour disparaître dans la forêt avec son lion. Mais Yvain souffrait de ses blessures, et le lion avait été lui aussi atteint en plusieurs endroits. Tous 2 eurent grande peine à poursuivre leur route. Au moment où la nuit allait tomber, ils arrivèrent devant une forteresse dont la porte était déjà fermée. Yvain appela. Le portier lui ouvrit et prit son cheval par les rênes. « Seigneur, dit-il, tu parais mal en point. Sois assuré que nous te procurerons l'hospitalité dont tu as besoin. »« Volontiers, bel ami, répondit Yvain, car je ne pourrai pas continuer longtemps à cheminer ainsi. » On les fit entrer, lui et son lion. On mit son cheval à l'écurie, on le désarma,
et on avertit le seigneur de la maison qui vint aussitôt à sa rencontre, accompagné de son épouse et de ses filles. Ils l'accueillirent avec empressement, le menèrent dans une chambre tranquille et, par bienséance, logèrent le lion avec lui. Deux des filles du seigneur, qui étaient expertes en médecine et en chirurgie, s'employèrent à les soigner de leur mieux. Yvain et son lion séjournèrent là autant de jours qu'il fallut pour qu'ils fussent rétablis de leurs blessures. Mais si son corps était guéri, l'esprit d'Yvain était loin d'avoir retrouvé la paix. Il ne cessait de penser à la dame de la fontaine. Son amour était sans remède, puisque c'était sa dame elle-même qui l'avait chassé de sa vue. Pourtant, au fond de lui-même renaissait un vague espoir. Il décida de retourner à la fontaine et d'y soulever de telles tourmentes que par force et par nécessité, Laudine de Landuc serait contrainte de conclure la paix avec lui. Il prit donc congé de ceux qui l'avaient si courtoisement hébergé et se dirigea vers la forêt où se trouvaient la clairière, la fontaine, le pin et la petite chapelle. Mais il se trompa de chemin et s'égara sur une grande lande dont il ne voyait pas l'issue. Il parvint ainsi jusqu'à un grand ravin, impossible à franchir, tant les pentes en étaient rudes et tant la végétation qu'il y avait au fond était dense et ténébreuse. Il décida de suivre le ravin jusqu'à ce qu'il pût trouver le moyen de le franchir. Au bout d'un certain temps, il aperçut la masse imposante d'une forteresse qui jaillissait des broussailles. Comme le soir tombait, il se dit qu'il pourrait être hébergé en cet endroit, et il alla dans cette direction. Mais plus il marchait, plus la forteresse lui semblait lointaine. Il atteignit alors un petit bois, où il rencontra un bûcheron qui, ayant fini de couper des arbres, se préparait à rentrer chez lui. Il lui demanda quelle était la forteresse qu'on voyait à l'horizon, et quel était le plus court chemin pour y accéder. « Ce n'est pas difficile, Seigneur, répondit le bûcheron. Il suffit de traverser le ravin, par le sentier que tu aperçois sur la gauche, à la sortie du bois. Mais je te déconseille d'y aller, car il y a bien longtemps que cette forteresse est possédée par les démons. Tous ceux qui ont le malheur de s'y arrêter subissent de grandes moqueries, et beaucoup n'en reviennent pas. C'est pourquoi on l'appelle le château de Pesme Aventure. En latin, Pessima signifie pire. Cette forteresse est donc